Déjà, il y a un truc assez évident pour tout le monde, c'est le recours aux excitants. Quand on a besoin de son café pour se réveiller le matin, quand on a besoin de sa barre sucrée, voilà, son jus de fruits, son truc, en fait, souvent, ça masque, même je parle en médecine conventionnelle, on sait aujourd'hui qu'il y a vraiment une différence chez chacun pour la métabolisation des médicaments. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent pas les médicaments, sauf que c'est difficile de le savoir avant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font beaucoup plus d'effets secondaires, alors que d'autres, simplement, qu'une cellule a besoin de produire de l'énergie. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour produire de l'énergie? Elle a besoin de nutriments, lesquels, voilà, si on en manque forcément, on est fatigué. C'est des notions très simples en fait qu'on peut tous apprendre. C'est ce que fait le naturopathe en consultation. Il commence par ce bilan-là, il prend beaucoup de temps pour observer la forme du visage, des mains. Il y a certains paramètres, en fait, il peut prendre les pouls, il peut regarder dans l'iris de l'œil, il peut prendre plein d'indices comme ça, de mesures, et puis ensuite il va faire... Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée à la naturopathie. Si vous êtes là ce soir, c'est peut-être parce que vous en avez marre. Marre qu'on vous balade avec des conseils santé qui se contredisent tout le temps, ou parce que vous avez l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans votre corps, mais que personne n'arrive à mettre le doigt dessus. Ras-le-bol aussi d'acheter des compléments alimentaires hors de prix, sans sentir de différence, ou encore des solutions toutes faites qui ne tiennent jamais vraiment compte de vous. Ce soir, on va remettre les choses à plat, grâce à un outil simple, puissant et surtout personnalisé. Cet outil, c'est la naturopathie, une médecine naturelle souvent mal comprise. Et vous allez le voir, ce n'est pas réservé qu'à quelques initiés. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre et utiliser dans son quotidien. Dans l'heure qui vient, vous devriez comprendre pourquoi vous êtes toujours fatigué sans raison apparente, pourquoi vous avez des douleurs alors que vos examens ne trouvent rien, et surtout, comment reprendre en main votre santé avec une approche vraiment personnalisée. On va aussi parler d'un concept clé en naturopathie, la vitalité, cette force de fond qui fait que vous tombez souvent malade ou presque jamais. On abordera aussi les fameux profils naturopathiques ou profils d'Hippocrate, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les profils sanguins, nerveux, bilieux ou lymphatiques. Ces profils peuvent vraiment tout changer dans votre manière de prendre soin de vous, vous verrez. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps, d'arrêter de courir à droite à gauche pour chercher des solutions simplistes ou généralistes qui finalement ne sont jamais vraiment adaptées à votre profil. Ne plus dépendre non plus d'un rendez-vous chez un praticien tous les 15 jours ou d'avaler des compléments alimentaires hors de prix tous les mois. Et pour aborder tout ça, j'ai choisi un expert de la question, évidemment, qui se trouve être mon collègue et ami, Nicolas Wirth. Bonjour Nicolas. Bonjour Claire. Je suis super contente de te retrouver ici. Moi aussi, vraiment ravi d'être avec toi. On va pouvoir parler d'un sujet qui me passionne et puis c'est encore mieux si c'est avec toi puisque... il y a souvent des questions d'ailleurs entre nous, donc c'est vrai. On en parle souvent. On a l'habitude de se poser des questions. Ouais, du coup, c'est l'occasion. Moi, je vais quand même te présenter un peu. Je pense qu'il y a des gens déjà qui te connaissent un peu, mais je vais quand même revenir un peu sur ton parcours parce qu'il est quand même très impressionnant. Donc, j'ai pris mes petites notes parce qu'il y a de quoi dire. Donc, Nicolas, c'est quand même 20 ans de pratique en tant que naturopathe. Tu es formé dans l'une des meilleures écoles de France. Tu es aussi rédacteur en chef de la revue Solutions Naturopathie, directeur de la collection de 8 livres de référence Révolution Naturopathie et surtout, tu es le créateur d'une approche unique qui permet à tous d'accéder à la puissance de la naturopathie avec clarté et autonomie en fait. C'est une approche vraiment que tu as développée qui permet aux gens de se réapproprier un peu le pouvoir sur leur santé, de reprendre la main sur leur santé. Et tu vas nous reparler de cette méthode dans un instant. Mais d'abord, pour commencer, j'ai une première question pour toi. En discutant avec toi, j'ai cru comprendre que chacun, tout le monde, tout un chacun, pouvait devenir naturopathe. Ça m'a paru super bizarre et du coup, je me demandais si c'était vrai ou si j'avais rien compris du tout. Oui, c'était une façon de parler parce qu'évidemment, la naturopathie, être naturopathe, c'est un métier, c'est des années d'apprentissage et puis de l'expérience, etc. Donc, par contre, tout le monde, en fait, la naturopathie, c'est vraiment fait pour tout le monde. C'est un outil, en fait, qui est abordable par tous. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui permet de simplement s'écouter et puis d'essayer de retrouver une reconnexion avec ses propres besoins, avec ce qu'on appelle les lois universelles aussi de la vie. En fait, quand on apprend certaines notions en biologie, on comprend comment ça fonctionne, mais il n'y a pas besoin d'être biologiste ou médecin pour savoir comment fonctionne la santé, la bonne santé en tout cas. On ne s'occupe pas forcément de la maladie, on s'occupe de la bonne santé en naturopathie, ça c'est important de le voir comme ça aussi. Parce que ça demande quand même, j'ai l'impression pour connaître son corps qu'il faut quand même avoir quelques petites notions
médicale, mais toi tu me dis que c'est pas forcément le cas. Ben oui et non, parce qu'en fait, on a plein de choses qu'on peut comprendre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles de cette émission « Il était une fois la vie », hein, il y a longtemps qu'on regardait. J'aimais beaucoup ça. Voilà, on apprenait comment les globules blancs combattaient les microbes, etc. Et en fait, c'est des choses aussi simples que ça. Alors évidemment, il y a plein de choses, on peut rentrer dans le détail après, on peut aller très loin, mais en fait, même le fonctionnement d'une cellule, à la base, il y a des choses très simples qu'on peut comprendre, simplement qu'une cellule a besoin de produire de l'énergie. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour produire de l'énergie? Elle a besoin de nutriments, lesquels, voilà, si on en manque forcément, on est fatigué. C'est des notions très simples en fait qu'on peut tous apprendre. Et puis après, il y a des choses un petit peu de bon sens aussi dans la naturopathie. La question de ce qu'on appelle l'humorisme, c'est pas l'humour ni l'humeur, hein, c'est vraiment une notion, un concept qui permet de comprendre un peu la circulation des liquides dans le corps, comment on peut être surchargé justement de toxines et comment en fait ça passe dans les organes d'élimination, etc. Donc il y a plein de notions qu'on peut vraiment aborder très simplement, de façon vulgarisée entre guillemets, mais qui sont très importantes parce que on vit tous les jours avec notre corps et puis il y a des choses qui changent en permanence en fonction de si on a moins bien dormi, si on a mangé telle ou telle chose. On est déjà habitué à voir comment ça se passe au quotidien. On se demande d'ailleurs comment ça va. Et c'est pas pour rien. Voilà, donc la naturopathie, c'est un peu ça, c'est comment ça va, mais un petit peu plus loin avec soi, et voilà, de savoir un petit peu comment on fonctionne, puis quels sont surtout les moyens d'aller mieux ou de se maintenir en santé le plus longtemps possible. Ouais. Bon, après, on a dit que tu avais fait des études pour être naturopathe, ça demande quand même une formation spécifique. On ne dit pas que tout le monde peut être naturopathe du jour au lendemain, c'est pas ça ce qu'on dit. Non, mais du coup, c'est plus quand on dit être son propre naturopathe, c'est-à-dire qu'il y a la notion de justement s'écouter et puis trouver les solutions par soi-même tant qu'on peut. Mais évidemment, un naturopathe, après, il va aller plus loin quand il fait un bilan qu'on appelle un bilan de vitalité, on en parlera après. Un bilan de vitalité, ça va assez loin dans l'investigation, les questions, etc. Et puis évidemment, le fait de se confier à quelqu'un, d'avoir une interaction, d'avoir un regard extérieur, évidemment, c'est plus facile pour avancer. Et puis évidemment aussi, on a des techniques qui demandent certaines pratiques et puis des connaissances bien sûr poussées qui vont d'ailleurs de plus en plus dans le développement avant on était plutôt sur des choses un peu conceptuelles, des choses issues des anciennes médecines occidentales. Maintenant on a ajouté toute la partie justement biologie, les choses qui sont un peu plus de l'ordre médical, mais toujours dans le même regard de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne mal. Voilà. On n'est pas dans le regard pathologie, le regard maladie, dans le regard plutôt fonctionnement. C'est un peu ça la différence entre naturopathe et médecin du coup? Oui, c'est un peu vraiment ça en fait. Le médecin il est formé pour détecter la maladie, pour faire un diagnostic. Souvent, il a une méthode d'investigation voilà, qui va être. Il y a plein d'outils qui est la sienne. Et puis après, il y a des outils pour traiter les pathologies. On va fonctionner en fait voilà, une cause, un médicament. On est plus aussi dans le symptôme, donc on traite le symptôme. Alors qu'en naturopathie, on va plutôt être dans une vision un peu plus large, un peu plus globale de ce qui fonctionne mal, puis on regarde surtout le terrain. C'est comme un jardin, si le terrain il est favorable à ce que des herbes qu'on ne veut pas ou des champignons qui poussent alors qu'on veut faire pousser des courgettes, forcément ça va pas fonctionner. Donc le naturopathe, c'est ça, il s'occupe du terrain avant tout et puis surtout de la santé. Sur quel pilier on va pouvoir s'appuyer pour que la santé revienne ou retrouve son chemin quelque part et puis qu'on retrouve l'équilibre. C'est un peu ça qu'on appelle la médecine holistique ou pas du tout? Oui, tout à fait. Ouais, moi, j'ai suivi une école qui justement mettait en avant ça, la naturopathie holistique, parce que en fait, on considère qu'il y a un lien entre tous les plans de l'être. On n'est pas qu'un corps physique, on n'est pas une mécanique. Il y a des émotions, on le sait aujourd'hui, où les pensées négatives, les choses comme ça peuvent avoir une influence délétère sur l'organisme. On peut avoir des problèmes de santé. On le connaît tous, quand ça se porte sur la digestion, sur l'intestin, une courante avant un examen. Voilà, tout ça, ça se passe dans la tête, dans les émotions, en tout cas, ce qu'on vit. Il y a une relation avec notre corps physique et puis les symptômes qu'on peut avoir. Donc tout est lié et effectivement, quand Hippocrate disait il faut rechercher la cause et puis la cause de la cause et la cause de la cause de la cause, voilà, ça c'était histoire de parler aussi qu'il n'y a pas juste une cause derrière quelque chose, il faut aller chercher des fois plus loin. Et des fois, c'est un événement dans la vie qui a fait un bouleversement émotionnel, un stress qui a provoqué des choses sur un autre plan que le plan émotionnel. On peut dire qu'en fait, la médecine et la naturopathie gagneraient beaucoup à se parler et à travailler ensemble. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Surtout qu'il y a une vraie complémentarité puisqu'on n'est vraiment pas sur le même terrain.
Et puis l'approche est complètement oui, complémentaire. Donc, oui, tout à fait. Ça se fait déjà un petit peu. Il y a des médecins qui font la médecine fonctionnelle, on appelle ça, qui justement, on se regarde, on communique beaucoup plus facilement avec des médecins qui font cette médecine fonctionnelle parce qu'on est un petit peu sur le même plan de comprendre les choses dans leur fonctionnement, mais pas forcément dans leur dysfonctionnement lésionnel. Quand il y a... Le médecin, il s'occupe de la lésion quand il y a un organe malade, quand il y a quelque chose qui est vraiment d'urgence. Voilà, tout ça, on a une médecine très efficace, très performante, et heureusement qu'on l'a, puisqu'elle sauve des vies, évidemment. Mais la naturopathie, elle agit à un autre niveau. Concrètement, tu parles beaucoup d'outils, de façon de faire, mais comment ça se passe? Pourquoi les gens ils viennent voir un naturopathe? Souvent, toi, tu en recevais beaucoup dans ton cabinet. Pourquoi ils venaient voir un naturopathe? Alors, malheureusement, ce n'est pas souvent pour la prévention. Souvent, on pense à la naturopathie, on parle beaucoup de prévention. C'est vrai qu'on appelle aussi les naturopathes des éducateurs de santé. Mais souvent, c'est vrai que les gens qu'on voit en cabinet, les naturopathes, c'est souvent des gens qui sont un petit peu qui ont essayé plein de choses, qui sont allés voir le médecin, qui ont fait plein de bilans, qui ont des en errance médicale, dossier, voilà, ils sont en errance médicale, ils ont des pathologies chroniques, des choses dont ils n'arrivent pas à sortir. Donc ça peut être des douleurs chroniques, ça peut être des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, d'insomnie, des choses très handicapantes parfois. Il y a aussi toutes les maladies qui sont ce qu'on appelle multifactorielles, donc où en fait le médecin souvent il va traiter le symptôme, mais il va pas forcément, il n'y a pas d'interdisciplinarité forcément pour toutes les pathologies. Alors de plus en plus, dans le cancer, on voit beaucoup ça, on approche les choses beaucoup plus largement, heureusement. Mais donc les gens qui viennent voir un naturopathe, souvent ils ils disent je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi, mais quand je fais des analyses chez le médecin, je vais voir mon médecin, je ressors, il me dit voilà, tout va bien. Vos analyses sont normales, ne vous inquiétez pas, c'est le stress, en général on dit. Voilà, puis du coup, on ressort du médecin sans avoir de solution. Donc, en fait, c'est en ça que, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde peut être un petit peu naturopathe dans le sens où on sait s'écouter, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, et puis c'est là qu'il faut essayer de comprendre, et surtout d'avoir les outils d'investigation par soi-même, même si évidemment c'est mieux d'aller voir un naturopathe, mais on peut faire quand même beaucoup de choses par soi-même pour essayer de comprendre s'il y a un problème justement avec la vitalité, avec des surcharges, et lesquelles, voilà, tout ça c'est des choses qu'on peut assez facilement apprendre en naturopathie. Oui, ça revient un peu, en fait, on évoquait ton programme de formation justement là-dessus, et c'est vrai que l'idée que tu as eue en créant cette formation, c'était vraiment d'apprendre à déchiffrer ces signes du corps, de détecter tous ces problèmes un peu sous-jacents avant que ça se dégrade trop vite, ou vraiment d'agir pleinement sur cette vitalité dont on a déjà parlé. J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus là-dessus, justement, sur la vitalité, parce que c'est un des concepts clés dont je parlais en introduction. Concrètement, ça veut dire quoi, la vitalité en naturopathie? La vitalité, en fait, c'est la même notion dont on parle dans toute la médecine traditionnelle, sans se parler, sans communiquer forcément au départ. Ils ont tous la même vision. Alors, évidemment, c'est pas uniforme, mais en fait, il y a ce principe vital, justement, cette capacité d'auto-guérison, d'auto-régénération, parce que auto-guérison, ça ne veut pas dire qu'on guérit de tout, évidemment, mais en tout cas, on sait tous que on cicatrise naturellement. On va faire une fièvre quand on a un virus, on va faire une diarrhée quand on mange quelque chose qui est avarié, voilà, on va même avoir les vomissements, toutes les réactions en fait du corps naturelles. Donc c'est ça, cette force vitale. Et pourquoi on parle de force vitale? Parce que contrairement au principe d'homéostasie dont on parle en médecine, qui évoque un peu le fait qu'on a une capacité à maintenir toutes les choses en équilibre, le pH sanguin, les différents paramètres du corps, la glycémie, etc. Ça, c'est chez tout le monde. La différence avec la vitalité, c'est qu'en fait, elle va être différente justement selon chacun. Et puis on connaît tous en fait que des gens qui vont guérir beaucoup plus vite que d'autres. Quand on cicatrise, par exemple, c'est vrai qu'il y a des différences. Quand on cicatrise, ça peut être très long, et puis d'autres, ils vont cicatriser très très vite. Surtout avec les maladies hivernales, on remarque beaucoup ça. Il y a des gens, ils vont guérir en une nuit, ils vont transpirer voilà, beaucoup, ils vont avoir une grosse fièvre, et puis le lendemain, ils sont sur pied, tout va bien. Alors qu'il y a des gens, ils vont traîner ça une semaine, 2 semaines, ils ne s'en sortent pas, et puis ils chopent le moindre truc qui arrive. Voilà, donc. Et puis il y a ceux qui tombent jamais malades aussi. Voilà, voilà exactement. Moi, j'ai jamais de rhume. Voilà, c'est ça. Donc il y a une question de... Alors la vitalité, ça reste un peu abstrait comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, ça se mesure parce qu'on a des choses
qui sont de l'ordre du capital dont on hérite à la naissance. Ok. Et puis après, ce qu'on en fait, donc, ce qui fait que il va y avoir des différences selon chacun. Donc on peut, quel que soit le capital qu'on ait reçu à la naissance, on peut de toute façon faire varier cette vitalité, la renforcer, et puis renforcer ses défenses, etc. Et c'est pas uniquement, je parle en termes de le système immunitaire, voilà. C'est en fait, la vitalité, c'est quelque chose de beaucoup moins palpable, mais qu'en fait, qui se concrétise par justement toutes ces défenses qu'on peut avoir, la résistance au stress, la résistance immunitaire, etc. Donc, parce que la différence avec le terrain dont tu parlais tout à l'heure, du coup, c'est quoi? Parce que tu avais utilisé l'image du jardin. Oui. Et du coup, le terrain et la vitalité, du coup, ce serait quoi la différence entre les deux? Si on veut prendre vraiment une image, le jardin, en fait, déjà, par rapport au médecin naturopathe, on va dire que le médecin, c'est un peu le pompier, voilà, qui éteint les incendies, quand il y a quelque chose qui brûle, il éteint le feu. Le naturopathe, il va plutôt entretenir le terrain pour éviter que ça brûle, quelque part, qu'il y ait n'importe quoi qui pousse, etc. Donc ça, que le premier virus ou la première bactérie ou la première mauvaise herbe, entre guillemets, même s'il n'y a pas de mauvaise herbe dans les jardins, mais on change c'est un autre sujet là-dessus. C'est pareil d'ailleurs pour le microbiote, hein, on peut vraiment le voir, on en parle beaucoup maintenant, mais on peut le voir comme un jardin. Donc si on veut intégrer la vitalité dans ce schéma-là, on pourrait dire que c'est la vie qu'il y a dans la terre, en fait, la vie de tout ce qui se passe dans la terre, en fait, qui fait que les plantes poussent. Pourquoi les plantes poussent? Pourquoi tu mets une graine dans un petit peu d'eau et puis ça pousse? Il y a bien une notion de vitalité, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on prend des graines germées en naturopathie, beaucoup on en parle, parce que c'est un concentré de vitalité. On utilise ça aussi dans les bourgeons. Dans un bourgeon d'arbre, on a vraiment tout un concentré de vitalité parce qu'il y a tout le potentiel d'un arbre qui est à l'intérieur d'un tout petit bourgeon. Donc voilà, c'est un concept qui est peut-être un peu abstrait, qui n'est pas hyper scientifique, mais quand on parle de chi, de circulation de chi... c'est ce que ça me faisait penser à ça, un peu la force de vie. Exactement, en fait, ça doit circuler. Le mouvement, c'est la vie, hein, ça doit circuler, c'est une énergie qui doit circuler. Les médecins chinois, ils mettent en parallèle le chi avec le sang, aussi la circulation du sang, la circulation des fluides. Hein, c'est pas qu'une histoire abstraite, hein. En plus, on a vérifié que ça existait bien, les passages des méridiens, il y a des choses, des points qu'on peut voir. Il y a un changement de tissu, il y a quelque chose qui est assez concret mais en tout cas, la vitalité, c'est quelque chose qui est commun à toutes les médecines traditionnelles. Et ça permet en tout cas on peut agir dessus pour améliorer sa santé ou la préserver. Je sais que tu utilises souvent, parce qu'on en a déjà discuté, mais je sais que tu utilises souvent l'image du tabouret à 3 pieds pour parler de la vitalité. Ouais. C'est quoi les 3 pieds? Les 3 piliers de... Les 3 pieds, en fait, on peut aussi prendre l'image de la bougie, hein, mais c'est un peu le même principe, c'est qu'en fait, on a les 3 pieds du tabouret, ça va être la vitalité qu'on reçoit à la naissance, le capital santé qu'on reçoit à la naissance. Et on a un super capital, c'est super, c'est plus facile. C'est un bon démarrage. C'est un bon démarrage. Quand on a une petite vitalité, qu'on est prématuré ou qu'on a des soucis de santé ou qu'on est gavé d'antibiotiques un peu trop tôt, etc., forcément, c'est plus difficile après de... Voilà. Donc ça ne veut pas dire que c'est fini pour nous pour autant. Non, pas du tout. C'est ça. C'est pas figé, hein, c'est ça que je voulais dire. Parce que quand on a un capital un peu plus faible, un peu plus fragile, on va faire attention à cette vitalité. Justement, ça peut nous amener beaucoup plus loin que les gens qui pensent qu'ils sont un peu invincibles avec un gros capital santé et du coup ils n'ont pas appris à prendre soin d'eux et puis à s'écouter. Voilà, donc ça c'est le premier pied du tabouret, on va dire. Et puis le deuxième pied, c'est ce qu'on a fait de cette vitalité. Hein. C'est ce qui est venu après, en fait, tous les stress, les traumas éventuels qu'on peut avoir, les stress de la vie, l'alimentation aussi, bien sûr, la pollution, si on vit dans une ville très polluée ou même à la campagne, puisque on a beaucoup de pollution aussi à la campagne, forcément, on va avoir un capital santé qui va se modifier. Et là, on va parler de la vitalité tempéramentale. C'est quelque chose de plus mouvant, voilà, qui évolue dans le temps. Et puis le dernier pied du tabouret, c'est un peu plus, c'est sur un laps de temps plus court. En fait, on va avoir des fluctuations de la vitalité. On n'a pas toujours la même vitalité d'un jour à l'autre. Alors je ne parle pas que d'énergie, hein, pour différencier la vitalité de l'énergie qu'on va ressentir, parce qu'on peut très bien se sentir hyper énergique parce qu'on a bu plein de café et puis qu'on est excité par une nouvelle, etc. Mais dès que ça s'arrête, en fait, on est complètement à plat. Donc la vitalité, c'est ça en naturopathie qu'on va mesurer, c'est la vitalité réelle sur ces trois plans en fait. Hein. La constitution, qu'est-ce qu'on en a fait, et puis où on en est en ce moment, et sur quoi on va agir vraiment en priorité.
Voilà, c'est un petit peu ça. Ok. Tu as des exemples de ce que ça peut donner comme manifestation concrète d'une bonne vitalité? Parce qu'on a parlé un peu de la cicatrisation, mais est-ce que ça a d'autres implications dans la vie de tous les jours? Est-ce que je vais me dire, ah bah, moi ça va, j'ai une bonne vitalité, je cicatrise, je me suis coupée, je cicatrise en un jour. Déjà, il y a un truc assez évident pour tout le monde, c'est le recours aux excitants. Quand on a besoin de son café pour se réveiller le matin, quand on a besoin de sa barre sucrée, voilà, son jus de fruits, son truc, en fait, souvent, ça masque un problème de vitalité. Et justement, on a besoin de petits coups de fouet comme ça pour se dire oui, ça va, je vais assurer ma journée. Donc ça, c'est vraiment un des premiers signes un peu courants que tout le monde peut vivre. C'est qu'à un moment donné, on peut vite rentrer dans ce cercle vicieux parce qu'on manque de vitalité justement qu'on a tendance à recourir à ces moyens-là qui sont artificiels, entre guillemets, même si ça peut, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de café ni de temps en temps une boisson sucrée, pourquoi pas. Non, mais ça peut être un petit indice souvent, de... Voilà, ça montre quelque chose. Donc après, les manifestations de la vitalité, c'est oui, si on est souvent malade pour la moindre chose, si on est très affecté par, dès qu'il y a quelque chose, un stress important, plus ou moins important justement, qu'on est plus affecté, voilà, je ne parle pas d'hypersensibilité émotionnelle, je parle simplement qu'on ne va pas supporter par exemple les bruits environnants, on va être vite fatigable, en fait, la vitalité souvent, quand on en a peu, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas dans le temps, on est obligé de se régénérer, de faire des siestes, etc. Donc il y a des gens, naturellement, ils le savent, ils ont une petite vitalité un peu, ils ont besoin de leur temps pour eux, etc. Et puis il y en a, ils font comme s'il y en avait, et puis ils continuent. Ils tirent un peu sur la corde. Voilà, ils tirent sur la corde sur tout le temps. Et puis voilà, on a en fait deux grands systèmes qui gèrent l'énergie dans le corps. C'est le système hormonal, qui lui gère vraiment l'énergie de fond, qu'on pourrait comparer à la vitalité quelque part. Et puis une autre forme de vitalité, c'est le système nerveux. Mais ça, c'est une vitalité qui est beaucoup plus fugace, qui est moins durable. Donc on va avoir un équilibre entre ces deux systèmes-là. Et du coup, ça commence par ça, en gros, la formation, on se dit, bon, bah, j'évalue ma vitalité, c'est le point de départ de... En fait, oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'est que souvent, on se dit, tiens, c'est génial, j'adore les plantes, je trouve ça bien, c'est naturel, etc. Je vais apprendre les plantes, je vais acheter un livre, etc. Donc, on va aller chercher des solutions, que ce soit, je parle des plantes parce que c'est souvent les choses qui séduisent pas mal, mais on peut avoir des techniques, quelles qu'elles soient, naturelles, en fait. On se dit, c'est super, c'est naturel, je vais essayer. Mais en fait, on ne part jamais de soi. C'est un petit peu le problème, c'est que on va chercher des solutions avant de se connaître soi-même. En fait, il faut d'abord connaître, c'est comme le médecin d'ailleurs, il va d'abord chercher à comprendre ce qui se passe avant de donner un médicament. En médecine naturelle, il faut d'abord comprendre où on en est, et en fait, comme on compose avec nos propres capacités, nos propres ressources, eh ben, c'est pareil, tu vas peut-être pas mettre la même. Si tu mets du kérosène dans une Fiat Punto et puis de l'essence sans plomb dans un Boeing, forcément, il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut adapter le carburant ou les solutions auxquelles on va recourir pour sa santé. Il faut les adapter à soi. Et pour ça, c'est important de faire le bilan. C'est ce que fait le naturopathe en consultation. Il commence par ce bilan-là. Il prend beaucoup de temps pour observer la forme du visage, des mains. Il y a certains paramètres, en fait, il peut prendre les pouls, il peut regarder dans l'iris de l'œil, il peut prendre plein d'indices comme ça, de mesures, et puis ensuite il va faire ce qu'on appelle une anamnèse, donc il va poser beaucoup de questions sur justement tous les systèmes, comment vous allez à la selle, est-ce que le transit est bon, est-ce que la digestion est bonne, le sommeil, etc., le système nerveux, est-ce que vous êtes souvent malade, est-ce que vous avez fait l'historique santé, etc. Et tout ça, ça permet ensuite de savoir quelle stratégie on va pouvoir adopter pour que notre corps réponde mieux. Parce que on a tendance à penser avec les médicaments que, hop, on donne quelque chose, puis le corps, il fait systématiquement ce qu'on lui demande, quelque part. Sauf qu'en médecine naturelle, si on veut respecter justement le corps, eh ben, il faut lui demander il faut savoir où il en est, quoi. Il ne faut pas forcer les choses. Voilà, il y a des plantes qui vont être trop fortes pour certains profils ou certains niveaux de vitalité, quelque part. Ah oui, donc c'est vraiment personnalisé. Oui, la façon dont on assimile les médicaments, dont on assimile tous les... tu parlais du café, des excitants et tout ça. En fait, on a... Selon notre vitalité, enfin si j'ai bien compris. Oui, exactement. C'est exactement ça, en fait. Tout est adaptable et devrait être adapté en fait à notre constitution. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se connaître dès le début, quoi. Ouais, complètement. Et puis c'est vraiment même la médecine de l'avenir. Même je parle en médecine conventionnelle. On sait aujourd'hui qu'il y a vraiment une différence chez chacun pour la métabolisation des médicaments.
Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent pas les médicaments, sauf que c'est difficile de le savoir avant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font beaucoup plus d'effets secondaires alors que d'autres, tout passe en général. Et puis on peut même le voir simplement avec un aliment comme le café, quoi. Oui, comme tu disais, le café, il y a un rapport, en fait, une variation de 1 à 40 entre la capacité de détoxification du café, enfin de la caféine, entre différentes personnes. Hein. Donc ça, c'est un profil génétique, hein, qui montre en fait qu'on n'a pas tous la même capacité d'éliminer par exemple les polluants. Donc si forcément on est exposé aux mêmes pollutions de personnes différentes, sont exposées aux mêmes pollutions, aux mêmes stress, etc., elles vont en faire réagir différemment. Elles vont réagir différemment. Ça paraît logique, mais ça en paraît fait... logique, mais en même temps, on le sait. Donc ça se fera à un moment donné en médecine, je crois que ça commence même à se faire pour certains traitements, hein, déjà de faire un profil génétique sur certains paramètres, notamment la détoxification hépatique. Mais en naturopathie, ça depuis longtemps, on essaye d'évaluer justement les capacités du foie, de la vitalité au niveau du foie pour faire une détox ou à d'autres niveaux. Donc c'est important de réagir comme ça. Si par exemple une personne a un problème de peau, on se dit que cet émonctoire-là, il est un peu saturé, il n'en peut plus en gros, parce qu'il manifeste le problème. Donc on ne va pas agir directement sur la peau, on va agir sur ce qu'on appelle un émonctoire de dérivation, c'est-à-dire qu'on va dériver les toxines qui gênent la peau à un autre endroit. Voilà. C'est toute une analyse en fait qui permet de faire les liens entre les différentes parties du corps, entre les différents organes, et puis de permettre de trouver la bonne solution pour la personne. Oui, parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est la mode de faire les détox qu'il faut faire une détox là tout de suite maintenant et que ce sera bon pour tout le monde et que tout le monde va réagir de la même façon. Pas du tout, en plus il peut y avoir vraiment des réactions assez fortes des fois, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent la détox, parce qu'ils ont des symptômes qui sont, enfin des réactions en fait, des boutons qui sortent de partout, beaucoup de fatigue. Ça on veut pas. Voilà, on veut pas ça, forcément c'est pas le but recherché. Non. Donc et voilà, d'où l'intérêt d'y aller progressivement, mais il y a des profils, je parlais des profils hippocratiques tout à l'heure. Oui, j'allais venir, parce que du coup j'allais te dire c'est maintenant que ça, du coup c'est là que ça intervient les profils. C'est ça, les profils en fait, alors c'est un des outils, enfin en tout cas de bilan qu'on utilise, c'est les profils hippocratiques, hein, donc les 4 tempéraments, on va avoir des personnes qui sont plutôt survitales, hein, c'est leur constitution, qui ont beaucoup de vitalité. Les sanguins, par exemple, souvent c'est les bons vivants, c'est les gens qui sont chaleureux, qui sont vraiment joviales, qui sont dans l'interaction avec les gens, etc. Ils ont une très grande vitalité, souvent, donc eux, ils sont capables d'encaisser beaucoup plus facilement les détox ou les changements radicaux. Voilà, ils arrêtent de manger du jour au lendemain, ils font un jeûne, hop, ça leur va très bien, tous leurs problèmes s'en vont. Et ils sont, en fait, c'est assez étonnant, souvent les sanguins, parce qu'ils ont tout passe. Voilà. Après, c'est pas forcément les profils qu'on voit le plus en consultation, justement parce qu'ils ont tendance à tout encaisser. C'est aussi eux qui vont avoir tendance à abuser un petit peu de leur système digestif, de faire un peu de la fête trop souvent, ou de la bonne table, etc. Et qui ne font pas assez attention à eux. Et comme je le disais tout à l'heure, comme ils ont une bonne vitalité, ils ne la préservent pas forcément. Et puis c'est souvent les gens qu'on voit partir un peu brutalement. Je ne fais pas de caricature, hein. je dis simplement qu'en fait, c'est le genre de profil qui peut justement être plus sensible aux problèmes cardiovasculaires, les problèmes d'infarctus, les choses comme ça. Et puis quelqu'un souvent qu'on connaissait, qui était à l'aise avec tout le monde, qui connaissait tout le monde dans le village, et puis d'un seul coup, il disparaît du jour au lendemain, parce que voilà, souvent c'est des gens qui baissent comme ça. Qui n'ont pas pu venir du tout. Bien sûr, c'est une caricature, on n'est pas tous un profil. Oui, c'est pas le but, c'est pas de coller une étiquette ou d'enfermer dans des cases et dire vous êtes comme ça et c'est tout. Au contraire, non, vraiment au contraire, le but c'est de comprendre intelligemment la composition de ce qui fait qu'on est quelqu'un de multi. On est plusieurs profils à la fois, et puis évidemment on n'est pas une seule. Il y a des dominantes, c'est pas hermétique quoi. Voilà, et puis surtout tous les indices qu'on va relever, ça va permettre de corréler en fait certaines choses et puis certains indices, et de voir, oui effectivement cette personne elle est sanguine, mais avec tout ce qu'elle a vécu là, elle n'est plus à avoir beaucoup de vitalité pour faire un drainage. Voilà, ça peut arriver. Mais c'était pour prendre l'exemple en tout cas par rapport à la détox. Et puis après, on a des profils comme les nerveux qui vont être beaucoup plus sensibles, par exemple, beaucoup moins vitales de base au niveau de la constitution. Donc, c'est des gens qui vont moins supporter une détox un peu brutale. Il faudra choisir des plantes plus douces, des techniques plus douces aussi, un peu plus de chaleur, des bains chauds, le sauna, des choses comme ça. Ça va être détox aussi. Et puis, ça va très bien convenir aux nerveux, alors que
le sanguin, il ne supportera pas le chaud, voilà. Donc il y a vraiment en fait des profils. Bon, en général, on sait certaines choses déjà pour soi, hein, si on aime l'eau froide ou l'eau chaude. Mais des fois, en voyant une technique, on se dit tiens, je vais faire ça, ça a l'air génial. Et puis en fait, ça ne nous convient pas du tout, et puis ça nous épuise, et c'est pas le but. Sanguin, nerveux, on a dit qu'il y en avait 4. Lymphatique, voilà, et bilieux. Ok. Donc le bilieux, c'est typiquement l'entrepreneur, la personne qui a plutôt tendance à avoir qui a aussi beaucoup de vitalité, mais par contre sa fragilité c'est plutôt au niveau hépatique, hein, donc c'est quelqu'un qui est un peu à fleur de peau des fois au niveau émotionnel, enfin, en tout cas il peut exploser, il peut avoir une colère un peu, des fois une colère un peu rentrée, hein, contrairement au sanguin qui peut être colérique, mais ça retombe tout de suite comme un feu de paille. Alors que le bilieux, voilà, il a un peu, ça peut être son défaut à lui. Il peut être un peu autoritaire aussi, mais il a cette capacité à entreprendre. Voilà. C'est un peu typiquement la personne qui peut aussi tomber en burn-out parce qu'il a tendance à faire beaucoup de choses, à être voilà, très dans l'action. Donc le bilieux, ben souvent, il a besoin de soigner son foie, voilà, d'agir sur sa digestion aussi. Mais voilà, pour ne pas se faire de bile, comme on dit. Voilà, et puis le profil lymphatique, eh ben, c'est la personne qui va plutôt avoir qui est un peu rempli d'eau au niveau du corps, on voit, hein, il est plutôt lunaire aussi de visage, qui a un peu les mains un peu boudinées ou un peu de... Je regarde mes mains. Alors, il y a un truc très simple qu'on peut faire. Un truc très simple, c'est de regarder les mains déjà, de voir si les doigts sont plus courts que la paume ou si ils sont à même distance. Hein. Par exemple, chez toi, ça va être, voilà, tu vas avoir les doigts plus courts en fait que la paume, donc tu es plutôt sanguine. Donc voilà, sanguine, ça va très bien. Non, je le savais, je t'avoue. Non, mais le côté jovial, allez, tu as besoin de communiquer avec les gens, etc. Tout ça, c'est très sanguin. Hein, beaucoup d'énergie aussi dans la voix, même. Voilà, ça dégage une certaine vitalité. Donc ça, c'est typiquement du sanguin. Voilà, mais on n'est pas. Ça reste un outil parmi d'autres. Oui, voilà. C'est un indice. Ça c'est les profils hippocratiques, ça fait partie d'un peu de la base parce que ça date d'Hippocrate et en fait, ça s'est vérifié. Des milliers de fois, des millions de fois même sûrement depuis. Et puis bien sûr, on ne peut pas rester que à cette approche-là parce que ça ne suffit pas. Hein. Là, on va déterminer quel profil dominant on est, après celui qui vient en second. Et puis des fois, au cours de la vie, on va évoluer. On était sanguin, un petit peu bilieux, puis finalement, on devient plus bilieux. Et puis voilà, mais en tout cas, le fait de le savoir, ça permet de savoir qu'on a au départ ce capital-là, qu'on en a fait ça, et qu'en fait, on peut revenir après sur aussi... compter sur ces ressources en fait qu'on a au départ. Donc en gros, une fois qu'on a déterminé notre profil, le but c'est de mettre en place des actions concrètes. Oui. Une fois, profil et voilà qu'on a fait un peu le bilan de Après, la deuxième chose qui me paraît importante à expliquer à nos auditeurs, c'est qu'il y a ce bilan avec les profils, ce qu'on appelle la morphotypologie ou la morphopsychologie. Et puis ensuite, il y a les signes qu'on va présenter, tout simplement les symptômes. Quand on a des problèmes de peau, on a un eczéma, on a un problème de sommeil, on va essayer de mettre en relation les symptômes qu'on va présenter avec un système déjà. Et on va aussi pouvoir mettre en relation avec des types de surcharge. Et en naturopathie, on en a deux principales, hein, c'est les surcharges d'acidose, d'acidité en fait, mais l'acidité dans le corps, dans les tissus. Okay. Hein, je ne parle pas de l'acidité dans l'estomac qui est normale, naturelle pour la digestion des protéines notamment. Et puis on a une autre forme de surcharge qui sont ce qu'on appelle des substances mucosiques. Hein, donc c'est un terme un peu voilà, ancien et puis un peu conceptuel parce que c'est pas... mais en fait les mucosités... c'est pas qu'au niveau ORL aussi, on peut avoir des choses qui suintent, par exemple, ça existe, les eczémas suintants, les choses qui coulent en général, le nez qui coule évidemment, tout ce qui est les productions bronchiques, etc., ça fait partie des surcharges colloïdales, enfin, ou en tout cas mucosiques, on appelle ça. Voilà, donc deux grands types de surcharge qu'on peut, en fonction de nos symptômes, se dire, tiens, j'ai peut-être un petit problème avec l'acidose ou plutôt avec la mucose toxique. Donc ça, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir aussi choisir le type de cure et choisir le type de drainage qu'on va faire, par exemple, le type de stratégie. Donc en fait, on a toujours dans ce bilan qu'on fait en naturopathie, on a la partie observation, la partie questionnement où je raisonne objectivement sur mes symptômes réels, et puis après, en fonction de ça, je vais pouvoir faire des choix. Et des priorités du coup, choisir... Et surtout, voilà, de définir ce qui est prioritaire pour nous, et puis ce qui va nous faire du bien en premier lieu.
On a deux grandes cures en fait qu'on choisit en naturopathie, c'est la cure de revitalisation, quand justement on manque de vitalité. Ouais. Il faut d'abord mettre de la vitalité avant de faire une cure de détoxication, donc là qui va être justement seulement possible quand on a une vitalité suffisante. Donc c'est un peu l'objectif du bilan, c'est de choisir ces deux cures-là. Puis évidemment il y a plein d'autres choses, mais pour simplifier en tout cas, c'est un peu, en tout cas c'est un peu dans cet esprit que j'ai conçu cette formation pour justement avoir les outils pour ne pas partir de la technique, la plante, le truc. Je vais partir d'abord, je vais essayer de regarder un petit peu ce qui se passe chez moi, quel est mon niveau de vitalité, quel est mon niveau de surcharge, etc., ou de carence, puisque c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Si on a des carences, on ne peut pas avoir de la vitalité. Donc tout ça, ça permet après de faire les bons choix, tout simplement. Et puis après, les techniques, elles sont nombreuses. Oui, il y en a beaucoup. En fait, moi, j'ai appris plein de choses à force de te côtoyer. Mais je ne savais pas qu'on pouvait lire autant de choses dans les yeux. Par exemple, l'iridologie, que je ne connaissais pas du tout. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont jamais entendu parler de ça non plus. Ouais. Et ça fait partie aussi de ce programme et de cette formation. C'est hyper intéressant. Il y a un petit module sur l'iridologie. Donc, ça permet d'avoir des notions pour justement connaître un petit peu les signes qu'on peut voir dans l'iris. Qui nous mettent sur des pistes justement de fragilité, voilà. Non mais ça c'est incroyable, dire tu regardes mes yeux et tu peux voir des choses. C'est une technique qui a été pas mal critiquée à un moment donné parce que, et puis même encore maintenant, c'est que simplement c'est pas hyper scientifique dans le sens où on n'a pas pu prouver, parce qu'il n'y a pas eu d'études menées là-dessus. En fait, ça vient de l'observation, encore une fois, comme la plupart des choses qu'on observe. Mais en fait, c'est très éclairant parce que, en fait, pourquoi ça a été dénigré, c'est surtout parce qu'il y en a qui s'en sont servis pour faire du diagnostic. Tellement c'était, il y avait plein de choses tellement claires dans les yeux, justement, on voyait des signes évidents. Parce qu'au départ, je rappelle que l'inventeur de l'iridologie, il a observé, il a récupéré un hibou qui avait une patte cassée dans une forêt. Et il a remarqué qu'il y avait une trace dans son iris comme ça, une trace brune. Et puis il a soigné le hibou, la patte du hibou du moins, et en fait il a vu que la trace dans l'iris, elle prenait un peu la forme de l'os qui était, voilà. Ouais, donc, et après, quand ça s'est guéri, ça a changé de couleur, etc. Donc il s'est dit, c'est bizarre, il avait 7 ans, le jeune homme, et puis il est devenu après, en fait il s'est intéressé toute sa vie à ça, et puis c'est lui qui a développé l'iridologie, il est devenu médecin. Voilà. Et donc ces techniques-là, à un moment donné, c'est tellement assez impressionnant parce qu'on voit des choses très clairement. On dirait que tu as un super pouvoir, tu peux regarder les yeux. C'est ça, je vais tout voir dans vos yeux. Et puis on a pensé qu'on pouvait, enfin certains ont pensé, parce que pas les concepteurs, les grands noms de l'iridologie n'ont jamais pensé ça, mais il y en a qui ont dit que voilà, ils pouvaient... je vois dans votre œil que vous avez telle maladie. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment regarder un peu l'état du terrain. Ce qu'on voit, c'est surtout dans la couleur. Alors, il y a la trame. C'est ce que j'allais demander. Du coup, la couleur, ça veut dire quelque chose. Enfin, c'est un indice. Voilà, les couleurs de base qu'on a, ça veut dire quelque chose. Si c'est bleu, brun ou moi, j'ai les yeux bleus, vert. Bleu-vert. Justement, ça veut dire s'ils sont bleu-vert, ça m'inquiète. Non, on a tous justement des colorations d'iris qui viennent parce que on va avoir des toxines en fait qui peuvent colorer notre iris. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand c'est vraiment coloré, quand il y a des choses, des taches blanches dans l'œil par exemple, on va avoir par exemple l'acidose dont je parlais tout à l'heure, la surcharge d'acidose, qui va avoir tendance à colorer en blanc, décolorer en tout cas les fibres. Donc on va avoir des fois la trame de l'iris qui va être blanchie, on va avoir des petites mouches, des petits nuages quelque part sur l'iris. Voilà, on peut. Et puis en fait, il y a eu une projection des organes qui a été conçue avec plein de pionniers de l'iridologie, et puis après qui s'est améliorée. On a une cartographie comme la réflexologie plantaire. Tous les organes sont projetés dans l'iris, et puis on peut voir après des choses très très intéressantes. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça fait partie des outils, mais pas tous les naturopathes l'utilisent. Mais en tout cas, on peut simplement avec une simple loupe et puis en regardant bien dans l'iris de l'œil et avoir 2-3 notions, on peut déjà avoir des pistes de compréhension sur notre propre terrain. Ok. Ouais. Donc bleu et marron, par exemple Marron, typiquement le marron. Je suis curieuse. Voilà, on a plein de façons de regarder l'iris, mais en tout cas, les yeux marrons, naturellement, ils ont souvent plutôt un profil à difficultés hépatiques ou parfois des problèmes de cholestérol, c'est leur fragilité en tout cas.
Ça peut être ça, hein, mais après, selon, c'est pas évidemment écrit. Oui, ça ne veut pas dire que tous les yeux marrons ont du cholestérol, c'est pas ça qu'on dit. Voilà, mais par contre, ça peut être une tendance. C'est comme le bilieux, voilà, il a tendance à se faire de la bile, à faire, il peut avoir, s'il a les yeux en plus, les yeux marrons, on peut se dire, voilà. Dans le bilan, de toute façon, il faut recouper au moins 3 indices pour essayer, pour un petit peu être plus sûr de ce qu'on fait. On ne se fie pas à un seul signe, que ce soit dans l'iris ou n'importe où, pour dire, ça c'est sûr que voilà, il faut agir comme ça, en ce sens. Donc c'est important toujours d'avoir une. Oui, on ne se dit pas, c'est bon, je connais mon profil et j'ai regardé mes yeux et c'est bon, je peux. C'est ça. Je peux trouver toutes les solutions santé. Disons que le profil, il va se construire petit à petit avec toutes les pièces qu'on va retirer des différents tests, des différents bilans qu'on va faire voilà, en fonction de tout ça. Et puis aussi, surtout, des symptômes, des signes. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble de choses. J'ai essayé de réunir dans cette formation aussi pour que les gens aient des outils accessibles pour tout le monde, qui sont ceux des naturopathes, mais qui ne sont pas non plus trop inexploitables, parce qu'en iridologie, quand on a un iridoscope ou un appareil macro, on peut voir des choses qu'on ne peut pas voir avec une simple loupe. Je crois que maintenant, on trouve des boutiques avec les. Oui, c'est vrai que j'en ai vu pas mal dans les rues piétonnes. Oui. Donc ça peut être intéressant. Je n'ai pas fait encore, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ouais, parce que là, on voit vraiment des choses. Hein. C'est passionnant ce qu'on peut voir dans un iris. On ne s'imagine pas quand on le regarde de près. Hein. C'est comme une fleur, tu me diras. Mais oui, c'est vrai. L'iris, c'est plein de petites, plein de signes qu'on peut voir. Hein, ouais. Et tu as des exemples, d'autres exemples de ce qu'il y a dans la formation d'outils qu'on peut utiliser pour faire notre bilan. En outil de bilan, c'est surtout les outils, donc le profil hippocratique, les tempéraments naturopathiques, on appelle ça, voilà, qui permettent de voir l'évolution on peut prendre. C'est simplement sur la morphologie du corps, simplement voir en fonction des angles aussi qu'on va présenter, de la mâchoire, le croquant de l'oreille pour les choses amusantes. Le croquant de l'oreille. Le croquant de l'oreille, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, ça fait partie des indices, des outils qu'on utilise pour voir la minéralité du corps. Ah bon? Mon oreille? Voilà, mais en fait, il suffit de voir, d'appuyer en haut, en bas, et puis de voir voilà, s'il y a un capital minéral de naissance, en fait, qui est fort ou plutôt, faible. Donc là, je dirais moyen au niveau capital. Zut. Mais voilà, ça ne suffit pas pour dire que tu as un faible capital minéral. Il faut voir aussi si tu as en plus des taches sur les ongles, ou si tu as régulièrement des spasmes musculaires, ou si tu as. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'il faut voir plusieurs signes, plusieurs choses, pour pouvoir tirer une conclusion. J'ai l'impression d'être un peu Sherlock Holmes, de mettre des petites punaises là sur ma cartographie, de mettre des petits fils rouges partout, ça, comme un enquêteur. Exactement. En fait, c'est faire des liens. La santé naturelle, en tout cas, on fait des liens entre un signe, une petite ampoule qui s'allume là, ça peut être lié à quel système, à quel organe, etc. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va comprendre comme ça comment on fonctionne. Et puis, justement, quand on a trouvé l'autre bout du fil de la pelote de laine, on va pouvoir agir dessus, quoi. Et du coup, pour les personnes, parce que tu en parlais tout à l'heure de personnes qui étaient en errance médicale, c'est souvent le cas dans les douleurs chroniques ou dans les maladies chroniques qui, du coup, emmènent des douleurs chroniques ou des gènes chroniques. Qu'est-ce qu'elle peut leur apporter, la naturopathie, dans ces cas précis ? Et bien justement, c'est aller de rechercher, en fait, alors bien sûr, il y a toutes les investigations médicales qui sont indispensables, quelle que soit la pathologie, que ce soit une douleur ou n'importe quelle problématique médicale. Mais quand on a tous les bilans et puis qu'il n'y a rien qui est évident, on va aller justement chercher, en fait, on va remonter, tu parlais de Sherlock Holmes, mais on va remonter la piste, en fait. On va se dire, tiens, là, il y a une douleur chronique, déjà, c'est où, évidemment, si on a mal à la tête ou mal au ventre, c'est peut-être pas la même origine. Et puis, on va aller chercher comme ça, quelle peut être la cause de cette douleur. Donc, il peut y avoir, je sais pas, de statut en acide gras, par exemple. On peut très bien manquer d'acide gras anti-inflammatoire, les oméga 3 notamment, voilà. On peut faire un profil lipidique avec des analyses biologiques, on peut faire soi-même, d'ailleurs, on peut le faire. C'est ouvert à tout le monde. En France, on peut faire on peut recourir à des analyses biologiques pour mesurer précisément ça, mais on peut aussi voir plein d'autres signes. Et puis chercher surtout, si c'est au niveau digestif, si c'est au niveau du ventre, par exemple, on va regarder
évidemment, si c'est en lien avec les menstruations, si c'est en lien avec la digestion. Et puis, en fait, on va... À quel moment ça de toute arrive, façon, comment voilà. Et puis, si on voit des signes dans l'iris qui nous montrent que la personne elle a plutôt tendance à avoir justement chroniquement des déséquilibres du microbiote, parce que ça se voit justement avec certaines colorations de l'iris, là, on se dit, oui, effectivement, voilà, ça confirme des choses, et puis peut-être c'est sur cette piste-là qu'on va aller. Donc, c'est toujours le même principe, c'est d'essayer de comprendre intelligemment, en globalité. Voilà. Et puis, est-ce que c'est arrivé brutalement? Est-ce que c'est arrivé il y a un point de départ peut-être. Voilà, comment vous mangez? Ben oui, mais vous ne mangez jamais de fibres, et puis il n'y a pas d'oméga 3, il n'y a pas de... Voilà, en fait, on essaie d'aller dans les bases en fait, de la santé. Hein. Les bases, c'est si on ne bouge pas, puis qu'on mange mal, et puis qu'on est stressé, forcément, hein, bon, ça, aujourd'hui, j'apprends rien à personne, on le sait tous, c'est la base, mais en même temps, des fois, on ne se rend pas compte que finalement, c'est ça, ce stress qui est présent dans notre quotidien, puis qui est déclencheur de tout ça. Il est temps de réagir, parce que voilà. Donc le lien, la cause de la douleur, ça peut très bien être un problème de stress, parce que et puis ça, quand on explique à la personne d'où vient, qu'est-ce que ça fait ce stress chronique sur le corps, hein, sur le système hormonal, etc. Et puis justement au niveau inflammatoire, etc. Ou l'inflammation chronique à cause de telle ou telle alimentation, on a déjà une piste pour aller à l'origine des douleurs et puis à l'origine du trouble en général. Et ça peut aider aussi, j'imagine, les gens qui ne sont pas concernés par les douleurs chroniques, qui, comme moi, se sentent bien. Je n'ai pas spécialement besoin d'aller chez le médecin, ça va. Bien sûr. Oui, bien Mais sûr. du coup, la naturopathie peut aussi être utile pour toutes ces personnes-là. Ouais. Comme je disais, malheureusement, ce n'est pas souvent qu'on voit des gens qui viennent pour la prévention, hein, mais ce n'est pas trop dans notre culture, parce que malheureusement, avec l'esprit qu'en fait, la sécurité sociale rembourse tout, les médicaments, les soins, etc., on est habitué en fait à attendre d'avoir quelque chose, d'être malade, pour se dire, tiens, je vais voir le médecin. Sauf que, évidemment, la logique, ce serait plutôt d'être à l'affût un peu de ces signes, hein, sans être dans une peur de quelque chose, mais simplement d'observer ce qui se passe chez nous. Et puis, quand il y a des signes qui sont apparemment anodins, ça veut peut-être quand même dire qu'il y a un déséquilibre. Hein. Simplement, on parle des taches sur les ongles ou des problèmes de peau parce que c'est très visible. Ça peut être aussi sur le transit, sur des choses qui sont quotidiennes, qui ne sont pas des pathologies en soi, mais on se dit, tiens, est-ce que ça ne montre pas quelque chose qui ne va pas chez moi, quoi. Enfin, qui ne va pas chez moi, en tout cas, qui serait un déséquilibre, qui pourrait après s'envenimer, entre guillemets, puis mener sur un problème plus important, voilà, que ce soit une maladie ou autre. Mais il y a les États-Unis, par exemple, ou la Suisse, hein, c'est des pays qui sont en avance sur les médecines naturelles, souvent, parce que, justement, il y a d'autres pays hein, où on paye quand on va se soigner, donc on essaie c'est très cher. C'est pas du tout le même système qu'en France. Du coup, on a tendance à aller un peu de l'avant et de vouloir tout faire pour ne pas être malade. Donc c'est pour ça que la naturopathie aux États-Unis, c'est très développé. Hein. Il y a des docteurs en naturopathie. Et puis même le Sénat avait voté une résolution 21, je crois, 221, il y a quelques années, pour inciter tous les Américains à s'intéresser à la naturopathie pour tout ce qui était justement prévention et troubles chroniques. Parce que c'est là où effectivement on est très performant, c'est tous les problèmes de chronique quand ça fonctionne mal. Hein, c'est pas quand ça fonctionne plus ou qu'en tout cas il y a des difficultés qui relèvent du médical. Là, tout ce qui fonctionne mal, qui est chronique, qui revient, même les infections à répétition, je pense à ça parce que c'est très courant hein, chez les femmes, les cystites, les infections urinaires. Dès que c'est chronique, on peut penser à la naturopathie parce que voilà, même si on est par exemple malade tous les 2-3 mois, toute l'année, c'est pas normal. C'est un problème d'une insuffisance immunitaire chronique, donc il faut le traiter. Et c'est pas le tout de se dire, à chaque fois j'ai mes médicaments qui m'empêchent d'avoir un peu de fièvre, d'avoir de la douleur, et puis je peux quand même bosser. Non, il faut voir un peu ce qui se passe, et puis pour éviter que ça. Déjà parce que c'est plus sympa d'être en forme et en santé. Ouais, on préfère en général. Voilà. Et c'est pareil pour l'énergie. Hein, c'est pas, même si c'est pas handicapant tout le temps. Non, mais c'est cool de se lever en forme, d'avoir l'énergie d'être concentré, la journée, aussi, tout ça c'est important. Mais ça se passe dans le jardin intérieur, souvent beaucoup, hein, on en parle beaucoup du microbiote, hein, c'est ce jardin aussi, on parlait de terrain, mais c'est là aussi où se passe beaucoup de choses, la fabrication de neurotransmetteurs, des choses comme ça. Donc
voilà, il faut que la naturopathie, quelque part, c'est cultiver son jardin pour que... C'est beau. Voilà, c'est poétique. Soyons notre propre jardinier. C'est ça, devenir son propre jardinier. En fait, en tout cas, l'image, elle est belle parce que c'est ça, c'est vraiment ça. On ne va pas chercher tout de suite à arracher les mauvaises herbes sans comprendre pourquoi elles sont là. Voilà, c'est un peu le but. Superbe. Bah écoute, je pense qu'on en sait beaucoup plus sur la naturopathie. Tant mieux. Grâce à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Et puis, bah, voilà. Et puis je te dis à bientôt. Je sais qu'on sera amenés à retravailler ensemble, donc à bientôt. À très bientôt. Merci Claire.